Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Jusqu'où ira la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump? Jusqu'où vont s'effondrer les bourses mondiales et en particulier les bourses asiatiques? L'éclairage dans un instant de Laure Palaise, spécialiste des relations sino-américaines au cabinet Mascaré. Jean-Noël Barrot est-il allé à Canossa? On décryptera le voyage éclair du ministre des Affaires étrangères à Alger avec l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt. C'est une information glaçante, complètement ignorée du grand public. Plus d'un enfant sur deux placé par l'aide sociale à l'enfance a été victime d'agressions sexuelles et pour la majorité d'entre eux, après leur placement, le journaliste Claude Hardide a enquêté sur cette institution héritière de la DAS. Il viendra en fin d'émission nous donner ses révélations et son point de vue. Bonjour Laure Palaise. Bonjour Vincent. Je regarde les chiffres en ce moment, les bourses souffrent encore c'est une journée noire en Asie, moins 9,7% à Taïwan, on le voit ici à Tokyo, moins 8% à la fermeture, moins 13,22% à Hong Kong, c'est la pire séance en 16 ans, recul aussi à Shanghai, en Chine. Pourquoi les bourses asiatiques ont autant paniqué ? Alors d'abord, globalement, c'est quand même le contraste entre la déroute des marchés et l'optimisme de Donald Trump qui est observable. Je rappelle que Donald Trump, dans sa séquence de mercredi, a déroulé un programme absolument clair sur la suppression de l'IR au profit des droits de douane. C'est son programme de suppression de l'impôt sur le revenu. Et donc, l'optimisme continue aux États-Unis. En Asie, beaucoup moins. Et d'ailleurs, la Chine a eu une réaction très rapide, puisqu'elle a appliqué les mêmes taux. On va y revenir. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, Trump a appliqué juste ce qu'il avait annoncé. Alors, en quoi et pourquoi il y a eu tant d'étonnement dans ces annonces? Oui, parce qu'en fait, jusqu'à mardi soir, selon des sources du Wall Street Journal d'ailleurs, il y a eu une hésitation au sein de l'administration Trump entre l'application de tarifs réciproques ou des tarifs universels. Et finalement... Quelle est la différence entre les deux? Alors, universel, c'est la base pour tout le monde des 10%, et c'est le programme de Donald Trump, c'est-à-dire que les nations étrangères paieront finalement pour compenser la perte budgétaire et défiscaliser un certain nombre de choses. J'y viendrai après si vous le souhaitez, parce que c'est le troisième volet de sa politique. Les tarifs réciproques, eux, sont des tarifs douaniers, ce sont des tarifs, des outils à tout faire au-delà du commerce pour négocier avec les partenaires commerciaux. Et c'est pour ça que certains pays ont des tarifs différents sur une base de calcul assez floue, mais que Donald Trump a tout de même expliqué. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre déjà, parce que là, ça devient un peu technique, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y avait le choix, soit Donald Trump imposer au monde entier et aux produits venant du monde entier une taxe de 10% dès lors que ces produits rentraient sur le sol américain. Donc, par exemple, une voiture allemande, un élément du luxe français prenait 10% à l'arrivée sur le marché américain. Or, lui, ce qu'il a plutôt fait, c'était de voir ce que les pays étrangers appliquaient comme taxes. Exactement. Et il a appliqué des taxes en fonction de ça. Je ne dis pas en rétorsion de ça, parce que c'est pas sûr que les Chinois n'appliquaient pas 34% de taxes, puisqu'ils ont répliqué par 34%. C'est exactement ça. Donc, un programme de tarifs universels, et c'est l'idée de campagne, et une réciprocité pour la négociation, fortement inspirée par l'artisan de la politique chinoise de l'administration Trump 1, qui est Peter Navarro, son conseiller à la sécurité économique, qui a une forte influence aujourd'hui à Washington, qui est un loyal parmi les loyaux. Il est allé en prison pour Donald Trump, car il a refusé de se présenter devant le Congrès pour l'assaut du Capitole. Et cet homme est un spécialiste de la Chine. Il a écrit une dizaine de livres, et c'est vraiment lui l'artisan de la politique
chinoise. Arrêtons-nous un instant sur le contraste entre la réaction des marchés financiers, en particulier des marchés asiatiques, et l'optimisme de Donald Trump. Donald Trump parle d'une nécessaire correction et un passage douloureux, mais il ne s'agit que d'un passage. Est-ce que Trump est inconscient ou bien est-ce qu'il est sur une stratégie qui pourrait marcher ? Alors pour lui, la peur est une arme et ça se voit bien puisqu'on a le défilé des nations et des chefs d'État qui viennent à Washington. L'administration américaine dit que 50 pays ont pris contact depuis ces annonces avec l'administration américaine. 2 questions par rapport à ça. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Et question subsidiaire, est-ce que c'est pas ça l'objectif ? Alors c'est vrai, et c'est peut-être que le début, parce qu'en fait il l'encourage à diviser pour mieux régner, que ce soit d'ailleurs avec les nations étrangères ou au sein de sa propre administration, ce qui est assez unique. Et en même temps... pas unique pour les lecteurs de Machiavel. Hein. Exactement, c'est Machiavel. Et effectivement, on a le bal des dirigeants qui viennent négocier. Donc Benjamin Netanyahou, Giorgia Meloni... Exactement. Benjamin Netanyahou est aujourd'hui à Washington. Giorgia Meloni a espéré avoir un certain nombre de dispositifs favorables pour l'Italie. Tout à fait. Mais en fait, cette grande alliance MAGA transatlantique, elle n'est pas si évidente pour Giorgia Meloni non plus. Et par rapport à la question que vous me posiez, bien oui, on voit bien que le deuxième usage des tarifs comme outil à tout faire, c'est-à-dire la réciprocité, eh bien, elle fonctionne puisque c'est lui qui tient le crachoir. C'est lui qui, il est déjà dans la prochaine séquence d'ailleurs, qui sont les transferts technologiques, dont on va peut-être reparler, et qui, ces transferts technologiques de l'Asie finalement vers les États-Unis, ont une influence sur le dévissage des marchés aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de me dire, justement, c'est que effectivement, il y a eu un transfert de technologie pendant 40 des années entre l'Europe et l'Occident, l'Europe et la Chine. Exactement. La France a bien d'ailleurs joué dans ce domaine. Enfin, a fait de nombreux transferts de technologie. On se souvient des visites de Jacques Chirac et de Jean-Pierre Raffarin au début des années 2000. Enfin, les moins de 20 ans ne peuvent pas s'en souvenir, mais en tous les cas, ceux qui ont un petit peu plus de 20 ans, ce qui est mon cas, je n'ai pas dit que c'était le vôtre, mais s'en souviennent. Je me souviens aussi. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On vit un moment incroyable. Donald Trump, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Moi, je vois qu'effectivement, on est en train d'observer pour la première fois un retour des technologies. Je pense à TSMC, le grand champion national des semi-conducteurs taïwanais, dont Apple est client à 90%, donc il y a une forte dépendance à cet acteur asiatique taïwanais. Et bien aujourd'hui, il y a une annonce qui a été faite la semaine dernière d'un investissement de 200 milliards alors en fait, de dollars, donc c'est 100 plus 100 en fait en 2 tranches, avec une partie de la technologie. Je dis pas toute la technologie, mais on vit quand même un moment, un changement de paradigme sur ces transferts de technologie qui peuvent expliquer une inquiétude effectivement des marchés financiers asiatiques aussi. Précisément, est-ce que vous dites la grande inquiétude, en particulier à Taïwan. Taïwan, moins 9,7% à la fermeture de la bourse sur place. C'est ce transfert de technologie qui a paniqué les investisseurs ? Pas uniquement, parce que effectivement les droits de douane sont aussi un facteur d'inquiétude pour tous les investisseurs et les consommateurs, à juste titre. Donc il y a probablement un mélange des deux. Mais vraiment le deuxième temps de l'intervention de Donald Trump, ça a été d'insister sur ces transferts techno et sur les investissements étrangers au-delà des Taïwanais, puisqu'il a parlé de Johnson & Johnson, il a parlé de Stellantis, il a parlé d'un certain nombre de groupes étrangers, qui réinvestissent aux États-Unis parce que c'est bien l'agenda de Donald Trump, tout comme c'était l'agenda de Joe Biden. Il ne faut pas oublier que c'est dans la continuité de l'administration Biden, tout ça. Et l'affrontement avec la Chine, il est également dans la continuité du mandat de Barack Obama, a démarré en 2008. Niveau asiatique, exactement. Comment analysez-vous la réplique de la Chine ? La Chine, donc, a, elle, répliqué en mettant 34% de droits de douane sur les produits américains. C'est la réplique exacte, puisque c'est 34% ce qu'a mis Donald Trump aux produits chinois.
Et dans un premier temps, Donald Trump a dit que les Chinois avaient paniqué en prenant cette mesure. Aujourd'hui, Pékin affirme que les contre-mesures visent à ramener les États-Unis sur la bonne voie, je cite, et promet de protéger les droits des entreprises américaines en Chine. La Chine s'engage d'ailleurs à demeurer une terre, je cite, sûre et pleine de promesses pour les investissements étrangers. Question, est-ce que la Chine pourrait être vainqueur d'ailleurs de ce bras de fer commercial en attirant des investisseurs qui, en tous les cas, des partenaires commerciaux qui commerçaient avec les États-Unis, qui au regard de ce qui se pratique, pourraient être attirés plutôt par le marché chinois. Alors il y a beaucoup de questions et c'est très intéressant. Cette relation, elle est particulièrement déterminante et elle façonnera le 21e siècle. Moi, j'en suis convaincue. C'est d'ailleurs une relation que j'observe moi depuis plusieurs années. J'ai vécu en Chine très longtemps et aux États-Unis également. On précise, vous êtes en poste en Floride et à Shanghai, donc vous les connaissez des deux côtés. Oui, à l'Institut Pasteur de Shanghai d'ailleurs. Donc voilà. Alors sur ce qui est d'abord pour répondre peut-être sur la partie chinoise, la Chine. Est-ce que la Chine a paniqué? La Chine teste les États-Unis. Non, moi je pense que la Chine teste les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il n'y a toujours pas sur le site de la Maison Blanche depuis 2022 de doctrine sur la Chine, claire et nette. C'est-à-dire que je pense que Donald Trump cherche un deal avec la Chine. Vous savez, c'est l'homme du deal. C'est d'ailleurs le titre de son livre de 1987. Et donc il n'y a toujours pas de doctrine. Il n'y a toujours pas de doctrine. Ceci dit, ce qu'on peut dire depuis Washington sur la Chine, c'est que la Chine est passée de ce qu'on appelle big customer, de plus gros clients, à big threat, la plus grosse menace. Et ça en moins de 10 ans. Vous voyez, donc il y a quand même un changement de paradigme aussi sur la vision américaine de la Chine. Mais de l'autre côté, la Chine, elle, teste aussi les États-Unis, refuse le terme de concurrence. Moi, j'étais à Pékin en 2023. J'ai entendu des diplomates chinois et des think tanks spécialistes de la relation. Eh bien, non, ils refusent le terme de concurrence. Ils veulent parler de partenariat ou encore de coopération et d'harmonie. Vous voyez, ce sont des termes très chinois qui annoncent peut-être un nouvel ordre du monde, puisque c'est la deuxième partie de votre question. Oui, la Chine va prendre un leadership certain. Elle se positionne comme en tout cas comme une zone de plutôt pacifiste, avec plutôt calme finalement, où vous avez parlé des investissements étrangers. Alors c'est pas pour tout de suite, parce que depuis le Covid, il y a eu beaucoup de départs, à la fois des talents, mais aussi des capitaux. Donc on n'est pas encore dans cette ère. Néanmoins, elle se positionne comme un contre-pouvoir. Et comme une alternative. Et une alternative. Alors, il y a, puisque vous parliez d'accord et de grands accords avec la Chine, il y a un litige entre Washington et Pékin. Il porte autour du réseau social TikTok. Il était question que les Américains rachètent une partie de TikTok. Ça ne s'est pas fait. Voilà ce qu'en a dit d'ailleurs Donald Trump. The report is that we had a deal pretty much with TikTok. Not a deal, but pretty close. And then China changed the deal because of tariffs. If I gave a little cut in tariffs, they'd approve that deal in 15 minutes. Which shows you the power of tariffs, right, President? Alors là, je ne comprends pas trop Donald Trump pourquoi il dit que c'est le pouvoir des droits de douane. Oui. Alors, TikTok, c'est un roman fleuve et c'est assez emblématique de la relation. On a peu de temps, hélas. Ouais. Vous êtes obligé de faire un short. Excusez-moi. Alors, en fait, on a une résistance des faucons chinois au sein de l'administration pour céder exactement. Enfin, en tout cas, et ce qui est en jeu dans TikTok, c'est l'algorithme, en fait. C'est vraiment l'algorithme made in China de TikTok. Exactement. Et c'est autour de ça que le deal ne se fait pas. Et en quoi l'affaire des droits de douane a joué un rôle dans l'échec de ce deal? Je pense que, alors c'est un peu de bluff, mais c'est surtout la résistance, encore une fois, d'une partie de l'administration américaine. Je pense que Donald Trump doit d'abord régler son sujet interne, de convaincre un certain nombre de ses non-partisans ou de ses partisans à cette vente. Il y a des faucons à l'intérieur de l'administration américaine, vous êtes en train de me dire, qui refuseraient le rachat de TikTok? Probablement. Parce qu'ils n'auraient pas le contrôle sur l'algorithme de TikTok. Oui. Est-ce que cette crise n'est pas la prise de conscience qu'un monde s'est effondré depuis des années, celui de la mondialisation et des frontières ouvertes ?
En tout cas, il y a une nostalgie de l'âge d'or chez Donald Trump et chez ses électeurs, puisqu'il répond avant tout à sa base, et il y a encore une adhésion assez grande de sa popularité, il faut quand même le souligner, une nostalgie de l'âge d'or et de l'industrie, de l'ère industrielle, et effectivement une remise en cause de tous les fondamentaux qu'on a probablement connus, oui. Je vous repose ma question. Oui. Est-ce que aussi c'est pas là, on n'est pas en train de prendre conscience d'un mouvement qui a commencé il y a une quinzaine d'années. À l'époque, on se moquait de l'expression qui était employée par Arnaud Montebourg, qui était le ministre de l'Industrie, qui parlait de démondialisation. Mais est-ce que ce mouvement n'a pas commencé en réalité depuis des années? Vous parliez notamment de Joe Biden. Est-ce que justement ce qui s'est passé mercredi dernier n'est pas la prise de conscience et en tout cas le rideau qui se déchire par rapport à une réalité qu'on ne voulait pas voir? Alors, il y a forcément de ça, puisque c'est la demande des électeurs, en tout cas d'une base importante, pour relocaliser, pour réindustrialiser, pour plus d'emplois à la maison. Et donc ça veut dire effectivement repenser la mondialisation, repenser nos partenariats et peut-être un petit peu remettre en cause la mondialisation effrénée. Mais avec une guerre en Ukraine, avec un certain nombre d'échanges qui n'existent plus d'ailleurs avec toute une partie du monde, et en particulier autour du monde russe, du monde slave, de l'Iran, est-ce que de toute façon cette démondialisation n'était pas déjà en route? Écoutez, moi je pense qu'on va retrouver, on ne peut pas se replier sur soi-même. Il y aura d'autres chemins et d'autres diversifications, d'autres partenariats, des voies de contournement des tarifs douaniers pour commencer, mais aussi des voies de diversification d'alliances. Quels sont les atouts de la Chine dans cette guerre commerciale ? Alors, sa population, sa capacité à produire de la haute technologie à grande échelle, ça on ne le dit pas assez, mais c'est tout de même un pays qui, aujourd'hui, grâce au transfert technologique dont on a parlé tout à l'heure, est en mesure aujourd'hui, en capacité sur l'IA. Moi, j'étais en Chine, c'est extrêmement impressionnant, sur la 5G qu'ils ont développée, sur des tas et des partenariats aussi avec l'Afrique, dont une nouvelle forme qui ont fait qu'ils se sont beaucoup développés, enrichis, et la capacité à la mettre à l'échelle, cette innovation. Quels sont les atouts des Américains dans cette guerre ? C'est probablement leur capacité de storytelling. Et quels sont les atouts de l'Europe ? D'ailleurs, je précise que la question du jour, c'est sur le site du Figaro, c'est l'Europe doit-elle augmenter ses droits de douane sur les produits américains ? Alors, avant d'avoir votre réponse, d'abord les atouts de l'Europe. Les atouts de l'Europe, c'est ses valeurs, c'est sa population, c'est ses données personnelles. Si on parle d'économie, mais c'est avant tout, ses valeurs, je dirais. L'Europe doit-elle augmenter ses droits de douane sur les produits américains ? Il faut un triptyque. Négociation, représailles, diversification des alliances. Alors, on négocie sur quoi ? On négocie sur les droits de douane probablement et sur autre chose, sur la tech. Et on fait des représailles sur quoi ? On a vu déjà les viticulteurs, ils ne veulent pas qu'on fasse des représailles sur le Bourbon. Non, on fait des représailles probablement sur les GAFA. Merci beaucoup. On y revient à 16h avec Florentin Collomb du service international du Figaro Économie. Et l'entretien sera d'ailleurs retrouvé sur le site du Figaro. Merci beaucoup, Laure Pallès. Je précise que vous avez également écrit un livre sur la pensée de Ron DeSantis, qui a été le grand rival malheureux de Donald Trump. Mais qui a lancé le logiciel républicain, si je peux me permettre. Et bien justement. Et donc, ce logiciel américain, vous le présentez dans cette biographie. Merci beaucoup, Laure Pallès. Dans l'actualité également, la visite éclair ce dimanche de Jean-Noël Barrot à Alger. On décrypte la séquence avec l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, à commencer par les déclarations du ministre. Je suis venu à Alger pour porter le message du président de la République. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. Elle souhaite retrouver les voies de la coopération avec l'Algérie dans notre intérêt mutuel et retrouver toutes les voies de la coopération dans un souci d'efficacité et de résultats pour nos compatriotes. Dans le champ des mobilités, les deux présidents sont convenus de la reprise sans délai de la coopération migratoire, ce qui m'a été confirmé par le président Tebboune. Dans le détail, réadmission, visa, ces questions seront traitées dans le cadre des accords existants via les procédures normales et fluides de la coopération consulaire.
Je souhaite enfin avoir un mot pour notre compatriote, Boualem Sansal. J'appelle de mes vœux, comme l'a fait le président Macron, auprès du président Tebboune, un geste d'humanité au vu de son âge et au vu de son état de santé. La conclusion de cette visite, c'est une volonté partagée de lever le rideau, d'entrer dans une nouvelle phase de notre relation, une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie, au bénéfice mutuel de nos deux pays et de nos deux peuples. C'est l'objectif de ma présence aujourd'hui. Bonjour Xavier Driancourt. Bonjour Vincent Roux. Que retenez-vous de la visite de Jean-Noël Barrot ? Je viens d'écouter la déclaration du ministre et j'ai lu le communiqué publié par le Quai d'Orsay. J'ai l'impression que, à l'exception de la robe de bure qu'avait le roi Henri en allant à Canossa voir le pape, il y a beaucoup d'ingrédients de la visite du roi Henri au pape. On peut faire des précisions. On peut donner peut-être à nos téléspectateurs et téléspectatrices ou nos internautes les sous-titres. La visite à Canossa, c'est le roi Henri qui va courber les chines devant le pape. Devant le pape. Regardons un peu le communiqué et le contexte de cette visite. L'accueil à l'aéroport a quand même été extrêmement froid. Les Algériens sont très forts en matière de protocole. Il n'y avait pas de ministre à l'accueil, pas de tapis rouge, pas de friandises et ni de thé comme il y a habituellement dans les salles à l'aéroport, dans les salons d'ambassadeurs. Le rendez-vous était à 13h, c'est-à-dire à l'heure du déjeuner, mais sans déjeuner évidemment. Et puis si on regarde les termes du communiqué, qu'est-ce qu'il y a ? La coopération en matière de sécurité. Il faut rappeler que lorsqu'il y avait Barkhane et Serval au Mali, il y avait une coopération égale à 0 avec l'Algérie qui nous fournissait uniquement des bouteilles d'eau et de l'essence, mais aucun renseignement. Et la possibilité de survoler l'espace aérien. Et de traverser effectivement le territoire algérien. Mais la coopération en matière de sécurité, ce qui est important, c'est la coopération avec la DGSI pour déjouer les attentats algériens en France. La coopération judiciaire, alors là ça me laisse un peu sceptique parce que on parle, et le ministre l'a dit, on parle des biens mal acquis, qui est la revendication des Algériens, du pouvoir algérien, de pouvoir récupérer les biens du clan Bouteflika. Mais on oublie de dire que tous les dignitaires algériens qui ont des biens en France, que ce soit le président du Sénat, le chef d'état-major, etc., ils sont logés à la même enseigne, mais eux, on ne va pas y toucher. Et il y a dans ces biens mal acquis, ou dans les propriétaires de ces biens mal acquis, il y a des franco-algériens, dont d'ailleurs la France ne s'occupe pas, qui sont en prison depuis 6 ou 7 ans. Par exemple, il y a une personne, un Français, qui avait racheté l'appartement de Nicolas Sarkozy sur l'île de la Jatte, qui est emprisonné depuis 7 ans en Algérie, dont on ne s'occupe d'ailleurs pas. Et on voudrait récupérer... En plus de Boualem Sansal, il y a un autre Français, un autre ressortissant français, exactement, qui est emprisonné depuis 7 ans. Exactement. Et on voudrait... Pour quel motif ? Pardon ? Pour quel motif ? Parce qu'il s'était enrichi sous l'ère Bouteflika, mais comme tous les dignitaires algériens. Et puis, donc la coopération judiciaire, je note qu'on va autoriser les magistrats algériens à venir en France consulter les dossiers, alors qu'il faut le rappeler, Maître Zimret n'a pas pu aller en Algérie pour défendre Boualem Sansal. Précisément, on va revenir sur tous ces dossiers-là, merci. Et puis la question des mobilités. Oui, la question de mobilité, donc qui renvoie à la question de l'immigration. Juste un point, vous parliez de François Zimret, l'avocat de Boualem Sansal. Est-ce que vous, qui êtes au sein du comité de soutien, qui faites partie du comité de soutien à Boualem Sansal, avez eu des retours sur le sort de notre compatriote, sachant effectivement que Jean-Noël Barrot a appelé à des mesures d'humanité pour l'écrivain? Non, aucune information autre que celle qui a été donnée par le ministre. Qu'est-ce que vous en déduisez, on espère, pour son sort? J'en déduis que les Algériens, très forts comme ils sont, vont monnayer la libération de Boualem Sansal et vont la monnayer au prix fort.
Quels peuvent être les termes de l'échange ? Les termes de l'échange, c'est justement sur la coopération judiciaire dont on vient de parler, sur la coopération en matière migratoire. Alors on ne parle pas de coopération migratoire, on ne parle ni de visa, ni d'OQTF, ni de laissez-passer consulaire, parce que ces mots apparemment écorchent notre bouche. On parle des mobilités. Et le ministre a dit qu'on va actualiser les accords. Qu'est-ce que ça veut dire, actualiser les accords, alors qu'il faut, en réalité, on l'a déjà dit, supprimer ou dénoncer l'accord de 68, l'accord sur les passeports diplomatiques. Ce matin, notre confrère Vincent Hervouette sur Europe 1 disait que la remise en cause des accords de 1968 semblait complètement passer aux oubliettes après cette visite. Oui, c'est complètement, ça n'est plus à l'ordre du jour, effectivement. C'est pour ça que je dis on va payer au prix fort la libération, s'il y a libération de Boualem Sansal. Je vous pose la question, quels peuvent être les termes de l'échange, puisque les Algériens, le régime algérien demande aujourd'hui que leur soit extradé et livré un ancien ministre qu'ils veulent poursuivre, et surtout une vieille revendication qui est celle d'extrader, ou en tout cas de renvoyer les responsables du gouvernement kabyle en exil et du mouvement d'autonomie kabyle, le fameux MAC. Est-ce que vous pensez que Paris pourrait tenter de céder à ces demandes ? Je ne l'exclus pas complètement. À ce point-là ? Je ne l'exclus pas complètement. Si c'est le prix à payer pour un rabibochage avec l'Algérie, je pense qu'on va payer le prix fort. Je ne l'exclus pas complètement, mais je n'en sais rien. Peut-être qu'on va résister, mais que les magistrats algériens puissent venir en France consulter les dossiers auprès du parquet financier. Le ministre en question, M. Bouchouareb, il était ministre avec Tebboune dans les gouvernements de Bouteflika. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des règlements de compte au sein des clans algériens, et je crains encore une fois qu'on ait à payer très cher. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose peu, mais il y a un certain nombre de rivalités à l'intérieur du régime algérien. C'est pas un régime monolithique. Oui. Quelles sont les différentes tendances et quelle est la tendance qui est en train de l'emporter ? Je pense que les Algériens, globalement, sont en train de l'emporter vis-à-vis de nous. Je crois qu'on commence à sentir les choses. Et à l'intérieur du système, j'ai l'impression que Tebboune, quand même, le président algérien, a réussi à ressouder autour de lui l'opinion publique algérienne. Il ne faut pas oublier les motifs de politique intérieure algérien, et un certain nationalisme finit toujours par payer. À vous suivre, finalement, quelle est la méthode qui a le mieux marché ? Est-ce que ça a été la méthode forte de Bruno Retailleau et François Bayrou, ou la méthode douce de Jean-Noël Barrot et d'Emmanuel Macron ? On a choisi la méthode douce. Et je note que dans le communiqué, il n'y a rien, on ne mentionne pas M. Retailleau ni le ministère de l'Intérieur. Donc qui va s'occuper, qui va traiter des questions de mobilité, entre guillemets, c'est-à-dire d'immigration, si on n'autorise pas M. Retailleau à se rendre à Alger ? Est-ce que les autorités françaises ne se sont pas trop précipitées en Algérie ? À partir La semaine dernière, vous disiez que ce voyage, finalement, c'était pas une mauvaise chose en soi. Oui, je pense qu'il fallait reprendre langue de toute façon avec l'Algérie, mais pas forcément en ces termes. Il y a eu la déclaration... Vous avez été étonné ? Il y a eu la déclaration du président de la République la semaine dernière, et on se précipite à Alger la semaine suivante. On se précipite à Alger et on a cette déclaration. Est-ce que vous avez été étonné par les déclarations, les termes de la déclaration, les termes du communiqué du Quai d'Orsay ? Oui, j'ai été étonné, parce qu'encore une fois, c'est de la belle langue diplomatique, comme on sait le faire. Mais ça, une langue diplomatique, vous connaissez, parce que vous avez été un praticien. Je m'y connais. Mais oui. Est-ce que derrière... Je ne l'ai pas toujours pratiqué. Non, en particulier pas ces dernières années. Mais justement, est-ce que, au regard de la séquence déclaration de Macron, divergence avec Retailleau et Bayrou, décision quasi immédiate de se rendre à Alger, est-ce que les termes utilisés par Jean-Noël Barrot et les concessions qu'il faut y lire, ainsi que les termes du communiqué du Quai d'Orsay, sont si étonnantes ? Non,
Non, c'est pas du tout étonnant. Ça s'inscrit dans une ligne qui a été définie par l'Élysée et qui est manifestement une ligne douce vis-à-vis de l'Algérie, nous avons renoncé du côté français à jouer les muscles. Alors, il y a un autre point, c'est celui qui est à l'origine de cette crise récente avec Alger, qui est le contentieux autour de la question du Sahara occidental, donc territoire, je le rappelle, du sud du Maroc. L'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental et le Maroc revendique depuis toujours l'appartenance de ce territoire, ce que la France lui a reconnu cet été, ce qui est à l'origine de cette crise. Ce sujet-là, visiblement, a été longuement, je cite le communiqué, abordé. Mais qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qui a pu se dire? Et quelle va être la suite? Je pense que effectivement le sujet a été abordé. Je pense également que du côté algérien, on sait parfaitement qu'on ne fera pas bouger la France maintenant sur ce dossier-là. Il y a juste dans la déclaration de la semaine dernière, le communiqué conjoint franco-algérien publié par l'Élysée et le palais El Mouradia à Alger, une référence aux principes de l'ONU. Les principes de l'ONU, et l'ONU n'a pas reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc c'est très ambigu. C'est comme sur la coopération judiciaire ou la coopération en matière de mobilité. Il y a le paquet, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors il y a beaucoup d'ambiguïté, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Vous craignez le pire, mais est-ce que finalement Paris ne gagne pas du temps ? C'est possible qu'on gagne du temps, mais pendant ce temps-là, Boualem Sansal est toujours en prison. Que signifie le rétablissement d'une relation, je cite, d'égal à égal ? Elle a toujours été d'égal à égal, la relation. Je crois que le terme est superflu. Il y a toujours eu une relation d'égal à égal. L'Algérie est indépendante. Qu'il faut le rétablissement d'une relation d'égal à égal. Une relation d'égal à égal, ça veut dire une relation fondée sur la réciprocité. Donc ce n'est pas à la France de faire tous les gestes, c'est aussi à l'Algérie de faire des gestes en matière d'OQTF, de laissez-passer consulaire, en matière de coopération sécuritaire. On a l'impression, par le simple fait que c'est la France qui se rend à Alger, que c'est à nous, Français, de faire tous les gestes vis-à-vis de l'Algérie. Vous réjouissez-vous de la reprise des travaux de la commission Stora ? Écoutez, on reprend les vieilles recettes, c'est-à-dire on va réunir la commission d'historiens, on va réunir le MEDEF avec son homologue algérien. Son homologue, c'est les industriels qui sont proches du palais présidentiel. On va réunir le comité mixte économique franco-algérien, le COMEFA. Donc ce sont vraiment les vieilles recettes qu'on ressort. C'est-à-dire, ces vieilles recettes, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on fait comme en 2022, au moment de la déclaration d'Alger, lorsque le président de la République s'est rendu à Alger, on avait annoncé tout un programme, dont la commission d'historiens, dont la réunion économique présidée par les deux premiers ministres. Madame Borne s'était rendue à Alger à l'époque, donc là, on refait la même chose. C'est-à-dire que ça ne sera pas suivi des faits, c'est ça que vous voulez dire ? On entre dans le cycle traditionnel avec l'Algérie, jusqu'à la prochaine crise. De la mise en scène, du bluff ? C'est une mise en scène, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Il faut que Boualem Sansal soit libéré. Dans le Figaro de ce lundi, le chercheur Philippe Dirabarne estime, je le cite, « Il est vain de parler de relations d'amitié fondées sur une riche histoire commune, de parler de mémoire commune, à moins que la France n'accepte d'entériner la légende noire algérienne. Restent des rapports corrects fondés sur une succession de compromis d'intérêts qui s'imposent d'autant plus de nos jours qu'ils tendent à devenir la règle jusque pour les rapports entre amis. » Mais c'est cela, la relation d'égal à égal. Qui devrait être d'égal à égal. Qui devrait être d'égal à égal. C'est pas la relation actuelle. Exactement. Quand Philippe Dirabarne, je le recite, dit « Il est vain de parler de relations d'amitié fondées sur une riche histoire commune, de parler de mémoire commune, à moins que la France n'accepte d'entériner la légende noire algérienne. » Oui, c'est assez exact. C'est ce que, en fait, est-ce que c'est ce que vous êtes dit quand vous êtes reparti d'Alger où vous avez été en poste ? Je me suis dit que nous avions eu une relation
commune, effectivement, qui a connu des hauts et des bas, et que aujourd'hui, je pense que le président de la République, et je l'ai souvent dit ici, a eu raison de faire les gestes mémoriels qu'il a fait. Mais encore une fois, on ne peut pas réduire notre diplomatie à une dimension mémorielle. Et donc, c'est pour ça que je dis, on utilise les vieilles recettes, mais aujourd'hui, une relation d'égal à égal passe par une certaine réciprocité entre les deux États. Quelle est la suite et quelle devrait être la suite selon vous, Xavier Driancourt ? Quelle est la suite ? Elle a été annoncée dans le communiqué. Il va y avoir une rencontre entre les deux secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères. Il va y avoir une rencontre entre M. Darmanin qui va aller à Alger parler de la coopération judiciaire. Et il va y avoir ensuite une réunion économique à Paris et une réunion des deux premiers ministres. Et une visite de Bruno Retailleau au Maroc. Monsieur Retailleau va cette semaine, je crois, au Maroc, ou la semaine prochaine. Les Algériens vont observer de très près ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Alors, on décryptera sans doute ça avec vous. Merci beaucoup, Xavier Driancourt. Je précise votre dernier livre, L'énigme algérienne, c'est aux éditions de l'Observatoire, et le prochain à paraître dans les prochaines semaines. France, Algérie, le double aveuglement, et ce sera toujours aux éditions de l'Observatoire. De toute façon, aujourd'hui, c'est la réunion des éditions des Observatoires, c'est l'émission de l'édition de l'Observatoire, parce que nous avons un autre livre que dont nous allons parler avec son auteur, mais sur un tout autre sujet. En France, plus d'un enfant sur deux est placé à l'aide sociale à l'enfance a été victime de violences sexuelles. C'est ce qu'affirmait il y a quelques jours une étude de l'Union pour l'enfance devant l'Assemblée nationale. Catherine Vautrin, la ministre notamment en charge de la famille, a reconnu les défaillances de l'héritière de la DAS. Illustration à Châteauroux en octobre dernier avec le procès de maltraitance de mineurs confié par l'aide sociale à l'enfance, notamment celle du Nord, à une association sans agrément et dont un des prévenus avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Voici à l'époque ce que dénonçaient les avocats des victimes. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas essayé de comprendre comment tous ces messages envoyés à l'Asie du Nord, comment ces informations qui ont été identifiées, ces violences qui ont été connues, n'aient pas donné lieu à plus d'investigations. Ne voulait-on pas voir ? J'en sais rien. C'est qu'on aurait souhaité que l'aide sociale à l'enfance, la DAS comme tout le monde l'appelle, soit là pour s'exprimer. Mais elle n'est pas là depuis le début. Aujourd'hui en France, quasiment toutes les semaines, voire 2 ou 3 fois par semaine, on entend des incidents liés à ces enfants. Bonjour Claude Ardide. On a commencé par l'évocation de cette affaire à Châteauroux parce que vous y revenez longuement dans votre livre. Et c'est donc le procès de la maltraitance de jeunes confiés par l'aide sociale à l'enfance du département du Nord à une association située, elle, dans l'Indre, non agrémentée, et dont un des prévenus, alors on ne les a pas vus, mais avait été déjà condamné pour agression sexuelle sur un de ses propres enfants. C'est exactement ça, et c'est ce qui nous a sidérés d'entrée de jeu. Parce qu'on a compris, quand on s'est installé sur les bancs de la salle d'audience du tribunal Châteauroux, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas d'entrée de jeu. Et on a compris, en discutant avec Jean Sagnier, Myriam Benayoun et donc on vient d'entendre les avocats et Pauline Loira, on a compris que parmi les familles, il y avait 2 familles qui étaient celles qui avaient créé l'association Enfance et Bien-être. Alors c'est assez drôle, enfin paradoxal d'entendre ce nom. Et que parmi ces familles, il y avait non seulement un agresseur sexuel qui avait été jugé une dizaine d'années plus tôt, mais qui avait un deuxième personnage absolument monstrueux et qui a été condamné pendant que les gamins étaient hébergés chez cette famille-là, qui a été condamné à 20 ans de prison parce qu'il violait sa propre fille. Là, celui qui avait été poursuivi n'avait pas été condamné pour agression sexuelle. Il n'avait pas été, en première instance, il a été condamné, et puis après, pour des raisons assez inexplicables, il a été relaxé, effectivement. Il y a d'autres Châteauroux, et il y a des suicides dans ce que vous racontez, et hormis quelques pages dans les rubriques Frais d'hiver, ces tragédies passent généralement sous les radars. Alors, oui et non, si vous voulez. Ce qui est terrifiant, encore une fois, et j'utilise souvent ce terme parce que pendant toute cette enquête, j'ai vraiment pris des coups au cœur et à l'âme parce que je me suis rendu compte que, je raconte d'ailleurs dans ce livre l'histoire de la petite Marina, qui est morte de façon absolument scandaleuse, battue
esquintée par ses parents pendant des années, alors que l'aide sociale à l'enfance la suivait. Et l'affaire s'est terminée tragiquement puisqu'elle est morte en 2009. Donc tout le monde avait à l'époque, les parlementaires, les associations avaient sorti des rapports en disant plus jamais d'affaires Marina. Or, entre 2009 et 2024, le nombre de gamins, de gamines qui sont suicidés dans des hébergements sociaux ou dans des familles, etc., il y en a des dizaines. Et la pire de toutes ces histoires, c'est celle de Lydie à Clermont-Ferrand qui s'est suicidée dans un hébergement social. Je raconte longuement l'histoire dans le livre parce que j'ai rencontré ces éducatrices qui ont craqué devant moi, qui ont pleuré en disant mais qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a raté pour essayer de sauver cette gamine. Alors justement, quels sont les dysfonctionnements que vous avez découverts, que vous avez relevés, en quoi, pour reprendre le titre de votre livre, c'est la fabrique du malheur? Parce que, si vous voulez, au départ, j'étais pas destiné à faire ce livre. Et puis, j'ai vu arriver vers moi des personnels de l'aide sociale à l'enfance, et parfois très haut placés. C'est-à-dire des coordinatrices d'établissement, des puéricultrices, des référents, des éducateurs, etc. On précise peut-être, Claude Ardide, comment se structure aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance? L'aide sociale à l'enfance, si vous voulez, c'est une structure qui dépend des 90 départements français. C'est-à-dire ce sont les conseils départementaux qui financent et qui gèrent l'aide sociale à l'enfance. Et si vous regardez la carte de France... C'est une prérogative d'ailleurs déléguée par l'État. Hein. Oui, c'était la DAS avant, Direction départementale d'action sanitaire et sociale, à la fin des années 70-80. Comme ça ne marche pas, on s'est dit on va déléguer ça avec la régionalisation, on va déléguer ça aux conseils départementaux. Et donc au départ, ça marchait plutôt bien parce que les conseils départementaux avaient un contact direct avec les éducateurs de terrain, les puéricultrices, avec les gens qui savaient ce qu'était la souffrance des enfants. Le problème, si vous voulez, c'est que ça a déraillé. Vous avez 90 départements en France, vous avez 90 manières de fonctionner des aides sociales en France, l'aide sociale dans l'enfance en France. Vous avez par exemple des départements qui marchent plutôt bien parce qu'ils mettent beaucoup d'argent, qu'ils ont une politique sociale, éducative, qu'ils vont chercher notamment au Canada, dans les pays nordiques, et puis vous avez des départements, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, d'autres départements du sud de la France, mais parfois aussi dans l'ouest, où c'est une catastrophe. Je publie une partie de rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Actions Sanitaires et Sociales, et qui relate tous les dysfonctionnements des aides sociales à l'enfance, les foyers qui ne marchent pas, les familles d'accueil qui ne marchent pas. Mais là vous parlez des départements qui sont en charge justement du financement de l'aide sociale à l'enfance, mais ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que également l'aide sociale à l'enfance, c'est à la fois des familles d'accueil, mais tout ça c'est couvert par un réseau d'associations et c'est des associations mais qui touchent pour beaucoup de l'argent public. Et on a l'impression parfois qu'on trouve le même problème qu'on a trouvé dans les EHPAD, c'est-à-dire que déjà on est à la fois entre la structure publique, la structure privée, la structure associative, mais qui a une structure entrepreneuriale derrière, et puis beaucoup faute d'un personnel qui est soit essoré, soit insuffisant, et on y voit quand même beaucoup de dysfonctionnements à travers ça. Alors, vous avez tout résumé. Le seul problème, si vous voulez, c'est que les foyers d'accueil et les familles d'accueil ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les foyers sont littéralement écrasés de boulot et qu'ils ne remplissent pas leur mission. Les familles d'accueil sont de plus en plus en désarroi parce qu'elles refusent de recevoir des gamins dont elles disent qu'ils posent des problèmes. Donc on délègue à des associations, ce qui s'est passé à Châteauroux, où on a délégué à une association de cinglés, moi je les appelle comme ça, de pervers, enfance et bien-être, mais on délègue aussi quasiment dans tous les départements de France à d'autres associations qui sont chargées de faire ce que normalement les foyers et les familles d'accueil devraient faire. Est-ce que le nombre de familles d'accueil décroît depuis des années ? Oui, parce que si vous voulez, on a remarqué depuis le Covid que la maltraitance des enfants, les signalements avaient grimpé, je crois, de 70, 100%, 150% selon le département. Donc vous avez des familles d'accueil qui disent nous on veut plus recevoir des gamins dont on sait qu'ils vont soit fuguer, soit se droguer, soit qu'ils vont faire des tentatives de suicide. Donc il y a une crainte. Ou qui risquent de dire peut-être ou qui risquent de faire parfois des fausses accusations aussi. Voilà, de fausses accusations qui s'est relativement assez souvent passé, voire des accusations d'agression sexuelle qui peuvent être réelles, mais qui peuvent être aussi des racontars de gamins qui règlent leur compte avec des familles. C'est aussi arrivé. À l'origine de votre enquête, il y a un précédent livre, Coup de poing contre la prostitution des mineurs, et puis il y a une rencontre avec celle que vous appelez
Elle, c'est une enfant de l'aide sociale à l'enfance qui vous demande de faire cette enquête. Ouais, c'était assez étrange. C'était un festival du livre à côté de chez moi à Toulon, au Pradé. Puis elle est venue vers moi. Elle m'a regardé avec ses yeux lumineux. Enfin, c'est une rencontre assez étonnante. Sur le coup, j'étais un peu sidéré. Elle me dit, voilà, moi, je suis une enfant de l'aide sociale à l'enfance. Je suis une enfant du purgatoire. Donc, intéressez-vous à moi, etc. Et donc, on s'est rencontrés quelques jours plus tard. Et puis, elle m'a expliqué qu'elle était très, très, très au courant. Parce qu'en fait, mais je l'ai su après, en fait, c'était quelqu'un qui était issu de l'aide sociale à l'enfance, qui avait galéré dans des foyers, qui avait galéré dans les familles, qui avait été agressé par un nombre incalculable de jeunes mecs qui en voulaient à son corps, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle connaissait le dossier de Châteauroux avant même que on sache la vérité sur Châteauroux, parce qu'en fait, une de ses anciennes éducatrices était de l'Indre et qu'elle savait qu'il s'était en train de se tramer, que le scandale était en train de poindre à Châteauroux. Et donc, c'est elle qui me met sur la voie et qui me dit, mais si vous tirez le fil, vous allez découvrir des horreurs. Et je ne pensais pas, et j'ai tiré le fil. Et je me suis rendu compte que partout en France, parce que j'ai fait vraiment un road movie, je suis allé dans la Sarthe, je suis allé à Marseille, je suis allé à Toulouse, je suis allé à Clermont-Ferrand pour l'histoire de la petite île Lys, je suis allé à Nice. Et partout où j'allais, j'étais mais complètement sidéré par le fait que les éducateurs, les puéricultrices, les référents, les coordinatrices, tous ceux qui travaillent, les familles d'accueil, les gamins, tous me parlaient avec une facilité absolument incroyable et me racontaient tout dans les détails. Et je me suis dit, c'est pas possible, là. C'est pas un système qui s'effrite. L'ASE, c'est pas un système qui s'effrite, c'est un système qui s'effondre, qui est en train de se casser la gueule, littéralement. Et si on prend pas des mesures dans les semaines à venir, notamment avec le rapport de la commission parlementaire qui sera rendu demain, si on prend pas des mesures, mais d'une urgence absolue, l'ASE telle qu'elle est conçue, elle est morte. Après Châteauroux, moi j'ai dit, après le procès où tout le monde a pleuré, c'est la première fois de ma vie, je vous le dis, que je vois un procureur de la République pleurer. Elle était penchée sur son dossier. Elle était en début de carrière. Pardon ? Elle était en début de carrière. Oui, jeune, mais le président du tribunal correctionnel, qui était un peu moins en début de carrière, il avait la voix prise par les sanglots devant les témoignages des gamins. J'ai jamais vu ça. Ils sont très forts et effectivement, c'est l'un des intérêts de votre livre et j'en perds d'ailleurs mon micro qui est en train de remettre. Voilà, pardon pour le bruit que ça a pu provoquer. Il y a dans votre enquête, néanmoins, Claude Ardide, une enquête qui est poignante, effrayante, très documentée, mais il y a quand même une contradiction. Parce que d'un côté, on reproche aux juges d'avoir trop vite envoyé à l'aide sociale à l'enfance. C'est le cas de elle, qui revient après avec sa mère et finalement, qui était une préparatrice en pharmacie, qui est tombée en dépression à un moment. Et donc, du coup, la petite fille a été confiée à l'aide sociale à l'enfance, qui a vécu un enfer. Et quand elle revient chez sa mère, finalement, elle retrouve des marques et elle reprend vie. Donc, d'un côté, vous reprochez aux juges d'avoir trop vite envoyé à l'aide sociale à l'enfance, et de l'autre, de les avoir trop longtemps laissés dans leur famille. Donc, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, mais attention, je dis pas que du bien des juges, parce qu'il y a des juges, notamment dans l'affaire du petit Malakai. Non, justement, mais parfois Toulon, vous leur reprochez soit de les avoir enlevés, soit de les avoir pas enlevés. Alors, ça dépend des juridictions, ça dépend des juges, ça dépend des parquets, ça dépend, par exemple, à Marseille, vous avez des juges pour enfants qui font un travail extraordinaire, et dans d'autres villes que je citerai pas, dans d'autres parquets ou dans d'autres couloirs de juges pour enfants, vous avez des juges qui prennent des décisions qui sont totalement incompréhensibles. J'ai rencontré, j'en parle dans le livre, un nombre incalculable de mamans à qui on a retiré leur progéniture et je ne comprends pas. Et personne ne comprend. Ce sont des juges pour enfants qui ont pris ces décisions-là, qui ont été avalisées par des juges des affaires familiales. Donc il y a des contradictions permanentes. Il y a parfois même des batailles entre les juges eux-mêmes et entre le parquet et les juges. C'est la question, parce que quand même, on a un certain nombre de signaux faibles. Moi-même, j'ai entendu un certain nombre de témoignages, mais parfois on a un peu l'impression que c'est un réflexe assez rapide. Et est-ce qu'on n'envoie pas trop vite des gens à l'aide sociale à l'enfance ? Ou est-ce qu'en tout cas, on retrait les familles ? Moi, j'ai assisté à une dizaine d'audiences, j'en parle dans le livre, mais c'est exceptionnel, avec deux juges, Sama et Eric, qui sont extraordinaires, qui n'envoyaient des enfants dans les familles d'accueil qu'au dernier moment. C'était vraiment le dernier recours. Mais par contre, j'ai assisté à des audiences avec des juges qui disaient, au bout d'une heure et demie, parce qu'il faut voir les audiences, vous avez toute l'aide sociale à l'enfance, vous avez les avocats des enfants, vous avez les assistantes sociales, vous avez 10 personnes dans le bureau du juge. Tout le monde s'exprime. Et le juge doit prendre une décision. Et la décision, quand il s'aperçoit que la famille peut lui paraître maltraitante, c'est de dire je vais l'envoyer soit dans une famille, soit dans un foyer. Dans un foyer, c'est une cata, parce que tous les foyers
pratiquement aujourd'hui sont au bout du rouleau, et dans les familles, c'est pile ou face. C'est pile ou face. Comment retrouve-t-on des mineurs non accompagnés, donc issus de l'immigration illégale, dans des structures de l'aide sociale à l'enfance ? Comment on les retrouve ? C'est-à-dire... Comment ça se fait qu'on ait des... Alors, il y en a très très peu. C'est-à-dire qu'ils sont en général placés, parce qu'on ne sait pas en quoi en faire. Hein. C'est alors vraiment les MNA, ce qu'on appelle les MNA, les mineurs non accompagnés. C'est vraiment, comment dirais-je, les derniers, c'est les incasables. Donc on ne sait pas. Donc en général, on les retrouve dans les hébergements sociaux. Parce qu'on ne sait pas quel âge ils ont. C'est-à-dire, on ne sait pas s'ils ont 14 ans. Normalement, 15 ans, c'est foyer, famille d'accueil. Mais... ça coûte très cher, c'est très long de comprendre quel âge un enfant. Il faut faire des examens médicaux, il faut faire des examens osseux, etc. Moi, j'ai vu un gamin à Marseille, un gamin à N'Djamena, on savait pas, il mentait, on savait qu'il mentait, mais on savait pas s'il avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, le juge disait, est-ce que je le mets dans une famille d'accueil, est-ce que je le mets dans un foyer, ou est-ce que je l'envoie dans un hébergement social ? Sachant, par exemple, à Marseille, vous aviez 400 gamins à MENA il y a quelques années, ils sont près de 1200 aujourd'hui, et que le prix de la chambre d'un enfant qui va être hébergé dans un hôtel, un hébergement social, c'est très très cher. Et donc vous avez les conseils départementaux qui disent mais on peut plus mettre d'argent pour loger ces enfants dans les hébergements sociaux, ça nous coûte très cher. À Paris, c'est un vrai problème, enfin en banlieue parisienne, à Marseille, dans toutes les grandes mégapoles, c'est un problème qui est colossal. Donc ces gamins, ce sont des incasables, on les retrouve parfois dans des familles d'accueil, mais assez peu. Parfois dans les foyers, mais beaucoup dans les hébergements sociaux. Et alors là, c'est incontrôlable. C'est-à-dire qu'ils fuguent, ils rentrent, ils sortent, et parfois ils disparaissent, et on ne sait même pas où ils sont. Quel est le profil aujourd'hui des familles d'accueil ? Moi, je dirais que la plupart du temps, ce sont des familles bienveillantes, à 70-80%. Au procès de Châteauroux, ce qui m'a crevé le cœur, c'est que sur les 19 familles, il y en avait 15 qui étaient des familles qui étaient vraiment des familles bienveillantes et qui avaient été... Mais pourquoi font-elles ça ? D'abord parce que ce sont souvent des revenus complémentaires, parce qu'un enfant, c'est 150, 200 euros par jour. Vous multipliez ça par 30, c'est un véritable revenu. Alors c'est vrai qu'un enfant coûte cher, surtout s'il est jeune, il faut le nourrir, il faut le loger, il faut l'habiller, il faut l'envoyer à l'école, etc. Mais 150 euros pour une famille d'accueil qui n'a pas beaucoup de ressources, c'est un moyen de mettre un peu du beurre dans les épinards. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Châteauroux avec les familles malveillantes. Il y a eu un détournement quand même de 630 000 euros en 5 ans, ce qui est absolument colossal. Et cet argent, je suis convaincu, on l'a vu d'ailleurs pendant le procès, cet argent, on est convaincu qu'il n'a pas servi à nourrir les gamins, à les habiller, à les soigner, que ça enrichit, entre guillemets, certaines familles d'accueil qui avaient accueilli ces gamins. La commission d'enquête parlementaire va rendre ses travaux. Est-ce que c'est le signe que le travail avance ? Comment vous avez regardé ces travaux et qu'est-ce que vous en attendez ? Je vais être assez critique parce que je trouve que dans ce livre, j'ai repris un certain nombre de rapports de 2022, de 2016, de 2012, des missions... Une commission de plus, c'est ça que vous êtes en train de dire. Moi, je crois que c'est un bidule de plus, une commission de plus. La seule différence, c'est peut-être ça, c'est que notamment vous avez Isabelle Santiago, qui est rapporteure de la commission, qui est très, très, très en colère, parce que ça fait des années qu'elle travaille sur ces sujets-là, notamment sur les agressions sexuelles et la protection des mineurs, et qu'elle en peut plus, demain, elle va demander des mesures très, très fortes pour que l'ASE ne s'effondre pas littéralement. Je reprends les dernières lignes de votre livre. À force de vouloir protéger, elles sont très fortes, à force de vouloir protéger les enfants de leur propre famille, on finit par oublier qu'ils sont victimes d'une machine encore plus terrible, un système qui fortifie tous les jours un peu plus la fabrique du malheur. Moi, je vous pose une question un peu politiquement incorrecte, mais est-ce qu'une politique qui viserait à soutenir une politique familiale stable pourrait ne pas être quand même une des solutions pour éviter ? C'est évident. C'est évident. Moi, vous savez, j'ai une phrase entre la protection des mineurs, mon immersion à la brigade des mineurs dans un livre précédent, et là, la fabrique du malheur, je dis aujourd'hui, mais c'est pas une punchline, je dis une société qui ne s'occupe pas de ses enfants, de ses adolescents, et qui ne s'occupe pas, on l'a vu avec le système Orpea, qui ne s'occupe pas de ses anciens, c'est une société qui est condamnée. Qu'est devenue elle ? On a gardé des relations très étroites. Elle a commencé à lire le livre. Elle m'a dit, je n'imaginais pas que tu puisses écrire ça. C'est beaucoup plus noir que ce que je l'imaginais. La fabrique du malheur, scandale au cœur de l'aide sociale à l'enfance. C'est vrai que c'est une enquête coup de poing, glaçante, dérangeante, menée tambour battant par Claude Hadid. Et c'est à lire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Rendez-vous pour un prochain numéro demain, même heure, même endroit. Et toutes nos excuses aux téléspectateurs du Figaro TV, mais qui peuvent nous revoir en rediffusion et qui ont pu nous voir sur le site du Figaro.